Les recherches en innovation territoriale ont exploré pourquoi certains territoires sont plus innovants que d'autres en regardant les réseaux relationnels de façon systématique. Elles proposent une taxonomie qui distingue 4 types de lieux aimants. Donc la première configuration est le district industriel selon Marshall, dominé par des petites et moyennes entreprises locales. La deuxième configuration est de type hub and spoke, c'est-à-dire un noyau d'entreprises, souvent des grands groupes, qui donnent naissance à un cercle d'entreprises satellites, comme par exemple Boeing à Seattle ou Toyota à Tokyo. Et leur succès repose sur la capacité de l'entreprise leader à faire naître et croître un ensemble de fournisseurs d'entreprises clientes susceptibles d'engendrer des innovations. Dans les configurations de type State Anchored District, les entreprises s'ancrent autour d'une grande installation d'État, une administration, une base militaire. Et enfin, quatrième type de configuration, les plateformes industrielles satellites qui sont formées par une structure industrielle dominée par des grandes entreprises ou des filiales dont le siège social ainsi que le capital se trouvent souvent à l'extérieur du territoire du cluster. Alors, le cas de Grenoble est particulièrement intéressant ici car Grenoble combine et articule 3 de ces figures en son sein et cela peut aussi expliquer le dynamisme de Grenoble en termes d'innovation puisqu'on y retrouve la configuration de type district industriel avec des PME locales, avec une forte identité locale, avec un réseau particulier. On retrouve la configuration de type hub and spoke, surtout dans le domaine de la microélectronique, avec un noyau d'entreprises comme ST, Soitec, Schneider, qui donne naissance à un cercle d'entreprises satellites. On retrouve aussi la configuration de type State Anchor District avec des grands instruments européens d'État ou d'Europe, comme le CEA, le synchrotron. Les entreprises s'ancrent autour de ces grandes installations. La création de connaissances est avant tout, du coup, un processus qui est social. Cela souligne le fait que l'innovation, et donc la création de connaissances, survient des interactions qui sont permises par les territoires et par l'intensité des liens qui existent sur un territoire. Les liens forts sont caractérisés par un degré élevé de confiance et d'attachement. Ils sont généralement établis avec des personnes qui sont proches à la fois d'un point de vue affectif et surtout cognitif. Et ils se caractérisent aussi par des interactions qui sont très fréquentes. Donc ce type de lien fort facilite la diffusion d'informations puisqu'il y a une proximité cognitive, des codes sociaux qui sont spécifiques et communs. Et donc ça facilite la socialisation des connaissances, ça facilite la diffusion des connaissances. À côté de ça, on a les liens faibles qui donnent accès aux informations disponibles en dehors de ces cercles sociaux familiers. Ils favorisent l'émergence de la diversité de l'information et des connaissances. Et donc, la diffusion de connaissances est dans ces types de liens faibles supérieurs et inversement, en l'absence d'expériences partagées, la compréhension devient difficile et les liens forts sont nécessaires. Capaldo, un chercheur, souligne la meilleure performance en termes de capacité d'innovation des territoires qui ont des réseaux duaux, des dual networks, c'est-à-dire que tandis que les liens faibles vont accélérer l'innovation en développant la diversité du réseau, les liens forts vont stimuler le transfert de connaissances et les protègent grâce à leur stabilité. Dans le cas de Grenoble, les apports extérieurs sont assez évidents puisqu'il y a un marché du travail qui est très international. Il y a une concentration de recherche qui est assez fascinante, avec 30 000 chercheurs concentrés sur 20 km², avec tous des réseaux externes. Sur 300 entrepreneurs aux Pays-Bas, il y a par exemple 54% des entrepreneurs qui ont un modèle, un rôle modèle. Parmi ces entrepreneurs, il y a 81% qui ont un modèle avant de démarrer leur entreprise et 63% ont un modèle dans les 3 premières années d'exploitation de l'entreprise. Un tiers des entrepreneurs ayant un rôle modèle au moment de la création affirment d'ailleurs qu'ils n'auraient pas démarré leur entreprise sans l'existence de ce modèle. Mais alors,
Mais comment est-ce on définit un rôle modèle? Exactement, quelle est leur fonction, quel est le lien d'ailleurs entre rôle modèle et le caractère entrepreneurial et innovant d'un territoire. Le terme de rôle modèle s'appuie sur deux concepts théoriques importants. D'une part, le concept de rôle et la tendance des individus à s'identifier à d'autres personnes. Les décisions individuelles d'adopter un comportement sont souvent influencées par le comportement et les opinions des autres et par des exemples. Et cela vaut également pour le choix professionnel des individus et plus spécifiquement la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le deuxième concept sur lequel reposent les rôles modèles, c'est la modélisation, c'est-à-dire l'appariement psychologique des compétences cognitives et des modèles de comportement entre une personne, donc le rôle modèle, et un individu observateur. Alors, quelles sont les fonctions du rôle modèle? D'abord, les rôles modèles fournissent un apprentissage en termes de compétences et de comportement. Donc, l'identification entraîne l'adaptation de préférences d'un individu, donc il y a un comportement imitatif. L'observation d'entrepreneurs qui réussissent fournit aux entrepreneurs potentiels des exemples de la façon d'organiser leurs ressources, les activités nécessaires pour démarrer, gérer plus facilement leur entreprise. Et ils augmentent aussi la confiance en soi parce qu'ils voient que dans le sens, s'ils peuvent le faire, je peux aussi. Deuxième fonction des rôles modèles, c'est de fournir de la motivation, de l'inspiration, puisqu'ils sont des preuves vivantes que certains objectifs sont réalisables. Ça apporte donc de la motivation, de l'inspiration nécessaire pour choisir une direction, mais aussi l'identification et la comparaison avec des rôles modèles aident les individus à définir leur perception d'eux-mêmes et à l'améliorer. Dans le cas de l'entrepreneuriat, les rôles modèles renforcent le désir de devenir entrepreneur en fournissant une légitimation et un encouragement à concrétiser les ambitions. Donc ça permet vraiment de passer de l'intention à l'action. Enfin, les rôles modèles ont vraiment la fonction de soutien et de conseil puisqu'ils apportent aux entrepreneurs des conseils pratiques en tant que mentor. Les rôles modèles impliquent d'avoir des liens profonds et denses avec les entrepreneurs. Des liens qui sont donc récurrents. Donc le partage d'un même territoire entre entrepreneurs stimule l'augmentation des intentions entrepreneuriales et réduit aussi la peur de l'échec. Lorsque sur un territoire apparaît de l'interaction entre entrepreneurs et rôle modèle, ça crée de l'acceptation sociale, une culture entrepreneuriale régionale qui se crée. Et une fois que cette culture entrepreneuriale régionale se crée et qu'elle est établie, elle s'auto-perpétue dans le temps. Du coup, l'effet des rôles modèles est crucial pour comprendre l'émergence de cultures entrepreneuriales régionales et d'écosystèmes entrepreneuriaux régionaux qui sont distincts les uns des autres, mais aussi la dépendance des niveaux d'entrepreneuriat régionaux et la persistance de leurs différences spatiales.